Bonjour à tous, bienvenue sur l'IAB Tech Summit 2020. Rebonjour à tous pour ceux qui m'ont vu peut-être ce matin. J'ai le plaisir d'animer ce workshop avec Victoria Gardin de OneTrust et Thomas Adumo de S4M sur la thématique du consentement et donc de la façon pour optimiser les taux de consentement. Je vous laisse vous présenter et on va commencer directement. Ça marche, merci beaucoup Eric. Donc, enchantée et merci à tous d'être là aujourd'hui. Victoria Gardin, je suis responsable de l'offre française pour OneTrust et donc je travaille pour OneTrust depuis maintenant 2 ans et OneTrust propose un certain nombre d'outils pour la gestion de la mise en conformité notamment, et une CMP. Donc c'est dans ce cadre-là aujourd'hui que j'interviens avec Thomas pour parler justement de l'optimisation des taux de consentement. Thomas. Bonjour à tous, Thomas Adumo, donc je suis General Counsel chez S4M. Je suis également en lead sur la task force TCF au sein de l'IAB France et chair du Data DPA Outreach Group de l'IAB Europe, dont le but est de s'assurer la promotion du TCF auprès des autorités de contrôle. Donc je crois, Victoria, que nous allons commencer par une présentation de OneTrust sur cette thématique. Et après, donc, les questions que posera Thomas. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. On se fera un plaisir d'y répondre. Parfait, merci beaucoup Eric. Donc effectivement, aujourd'hui, en fait, on va se pencher sur la question des consentements, et notamment sur un univers qui est forcément très impactant pour les éditeurs, puisque aujourd'hui, avec toute la mouvance, qu'elle soit réglementaire ou technologique, il y a beaucoup de questions qui se posent sur les consentements, qui deviennent un sujet assez critique pour les éditeurs. Et donc, on va se pencher un peu plus spécifiquement sur l'ensemble de ces sujets. Donc il y a quelques défis qui sont assez importants hein, quand on va regarder justement ce qui se passe dans ce domaine. Et le premier défi, ça va être bien sûr le fait de pouvoir mettre en place des paramètres de consentement qui vont être propres à toutes les juridictions dans lesquelles potentiellement un éditeur peut avoir des sites internet. Et donc pour des éditeurs qui sont globaux, ça devient un véritable challenge de suivre justement l'ensemble de ces exigences réglementaires et de pouvoir se mettre en conformité sur l'ensemble de ces éléments. La deuxième étape, ça va être, et bien sûr le deuxième défi, ça va être la prise en compte de l'ensemble des technologies qui sont utilisées par l'éditeur sur l'ensemble des points des channels, etc., qui vont être utilisés pour atteindre une cible spécifique, et donc les différents outils qui sont typiquement les sites internet, les applications mobiles ou autres applications par exemple de streaming. Et puis également de mettre tout ça à disposition, donc avec un outil qui va permettre justement de gérer ces problématiques de consentement sur l'ensemble de ces outils, une fois qu'on a bien analysé l'ensemble des technologies qui étaient utilisées, et puis de pouvoir offrir une expérience utilisateur qui va être au final positive et stimulante, et donc de ne pas se laisser forcément trop impacter par les exigences réglementaires, mais de rendre ça le plus user-friendly possible, en essayant d'optimiser un maximum ces consentements. Donc, ce qu'on souhaitait faire aujourd'hui assez rapidement, c'était un très bref rappel sur le contexte technologique et réglementaire. Bon, on va faire forcément un gros arrêt sur la partie réglementaire aujourd'hui. Mais juste pour rappeler le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas uniquement la France sur lesquelles il y a des mises à jour, bien entendu, comme vous le savez. Il y a notamment le CCPA en Californie et plus récemment, depuis début novembre, le CPRA, qui a un véritable impact pour ceux d'entre vous qui opèrent notamment aux États-Unis. Alors, le CCPA était encore assez vague sur les notions qui pouvaient impacter les éditeurs. En fait, il y a cette notion de do not sell et la vente, donc la vente d'informations. Et en fait, la vente d'informations était soumise à interprétation, et c'était vraiment tout échange dont on pouvait tirer une valeur. Là, le CPRA qui a été voté le 3 novembre est un petit peu plus large, puisque maintenant le texte parle bien de partage, donc c'est plus juste sell data, c'est share data. Donc un élément qui va être assez important pour ceux d'entre vous qui peuvent toucher potentiellement un public californien.
Il y a également tous les éléments en cause en Europe de manière plus globale. Il y a les nouvelles recommandations et lignes directrices qui ont été mises à jour par la CNIL. Donc ça, on va revenir dessus un peu plus en détail, donc je ne vais pas forcément passer trop de temps dessus, mais le fait que bien sûr la poursuite de navigation et donc ce qu'on a appelé en France le soft opt-in n'est plus ne constitue plus un consentement valide. Donc ça, c'est pas tout à fait nouveau, ça fait un an qu'on le sait. Également potentiellement la mise en place d'un bouton tout refuser qui va être recommandé dès le premier niveau d'information. Et puis ensuite, des cookie walls qui sont un véritable sujet aujourd'hui dans ces nouvelles lignes directrices et recommandations. Alors même s'il y a eu au final quelques allers-retours à ce sujet, mais forcément un gros sujet donc qui va rentrer en vigueur, en tout cas qui sera que la CNIL commencera à surveiller à partir du mois d'avril. Alors ça ne veut pas dire que les éditeurs n'ont pas besoin de se mettre en conformité. Les lignes directrices de 2013 restent valables, mais donc il y a cette nouvelle deadline pour les nouvelles lignes directrices et recommandations. Il y a également l'Irlande qui a de nouvelles lignes directrices en place avec le principe du no-nudging qui indique qu'il ne faut pas inciter les utilisateurs à accepter les cookies avec un consentement au cookie tiers qui est valable pour 6 mois maximum. Un cookie qui est à usage multiple doit recueillir plusieurs consentements et puis certains aspects sur l'accessibilité pour les non-voyants ou les malvoyants. Donc voilà, des éléments qui sont assez importants. L'ICO également au Royaume-Uni, donc qui a bien rappelé également que le RGPD était applicable quand il s'agissait de cookies. Également des commentaires sur les cookie walls qui ne sont pas adéquats. Et puis également le principe de no-nudging qui est assez important. Et l'Espagne également, qui a produit ses lignes directrices avec des éléments notamment également sur la fin du soft opt-in, qui était aussi une grande pratique en Espagne et qui est rentrée en vigueur fin octobre. Voilà, un paysage réglementaire qui est assez mouvant, des lignes directrices qui vont à peu près toutes dans la même direction. Mais qui nécessite donc une adaptation de la part des éditeurs et des entreprises de manière générale. Donc si on regarde ce qui s'est passé de manière un peu plus spécifique avec trois des grandes autorités qui ont publié des lignes directrices dernièrement. Il y a donc l'Espagne qui a fait qui a modifié, donc le plus grand changement, c'est l'utilisation du soft opt-in. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui est rentré en vigueur à partir du 31 octobre 2020, donc qui est déjà applicable maintenant. Il y a également l'Irlande, donc avec la DPC, qui a publié ses lignes directrices. Bon, ça date un petit peu, c'était en août 2019, qui a eu cette première examination. Et donc en avril 2020, la DPC a publié des lignes directrices mises à jour et qui sont rentrées en application à partir du 5 octobre. Donc voilà, encore une fois, des deadlines qui sont encore une fois respectées. Et puis, bien sûr, plus proche de nous, la CNIL qui a publié ses recommandations et des lignes directrices mises à jour le 1er octobre dernier. Donc on reviendra dessus un petit peu plus en détail. Ce qui est très important, c'est qu'il y a 6 mois pour se mettre en conformité avec ces nouvelles lignes directrices et ces recommandations, et mettre en application les recommandations qu'on souhaite. Et la CNIL commencera ses actions de contrôle à partir de début avril. Et donc plusieurs éléments qui vont être importants, mais notamment des questions qui sont encore assez soumises à débat sur le marché. Donc on reviendra dessus un petit peu tout à l'heure avec Thomas. Ce qu'on remarque en pratique, c'est qu'il faut pouvoir s'adapter justement à l'ensemble de ces exigences internationales. Donc pour ceux d'entre vous qui ont des opérations un peu partout dans le monde, il y a plusieurs approches qui peuvent être mises en place en termes de gestion du consentement. Le fait de juste présenter une mention d'information, donc de déposer tous les cookies, et simplement d'informer les utilisateurs sans attendre aucune action de leur part. Il va y avoir également la possibilité de mettre en place du consentement en opt-out. Donc là, c'est vraiment ce qu'on pratiquait avant sur le dépôt de cookies et une simple information des utilisateurs, mais la possibilité pour ces utilisateurs de retirer leur consentement. Le consentement implicite,
où là, ce qu'on appelait soft opt-in, on va donner la possibilité aux utilisateurs de simplement donner leur consentement en naviguant sur le site internet. On considère qu'à partir du moment où ils font défiler une page, ou alors s'ils cliquent sur une autre page, ils ont accepté les cookies. Donc ça, c'était vraiment la pratique majoritaire sur le marché jusqu'à juillet 2019. Et puis le consentement opt-in, où là, on va déposer uniquement les cookies qui sont strictement nécessaires, informer les utilisateurs, donc présenter des mentions d'information, et attendre une action claire et positive de l'utilisateur pour qu'il donne son consentement avant de déposer le reste des cookies. Et ça, en fait, ce qu'on voit sur le marché, c'est effectivement qu'il y a des approches qui vont être différentes en fonction des juridictions, bien entendu, ou aussi en fonction des catégories, c'est-à-dire que certaines catégories, de même, on en reparlera avec Thomas tout à l'heure, peuvent être soumises à certains types de consentement par défaut. Aujourd'hui, bien entendu, ce qui est le plus attendu en France, ça va être le consentement opt-in, qui est bien sûr en ligne aussi avec ce qui peut être mis en place avec le TCF 2.0. Donc là, juste si on revient sur certaines approches qui peuvent être prises à l'international, il faut pouvoir s'adapter à ces éléments, avoir une CMP qui soit flexible et qui s'adapte soit à la juridiction si jamais un site ne vise qu'un seul pays, ou alors si un site vise plusieurs pays, de pouvoir s'adapter potentiellement à la provenance de l'utilisateur pour pouvoir être sûr de respecter la réglementation qui est en vigueur pour ce pays de manière plus spécifique. Et donc on va avoir une approche bien sûr dans l'Union européenne de manière majoritaire. On va uniquement déposer les cookies strictement nécessaires, présenter mention d'information et attendre que l'utilisateur donne son consentement pour déposer le reste des traceurs. Si on regarde un petit peu les aspects importants pour les éditeurs, ce qui va être important, ça va être de prendre en compte ces réglementations et de les appliquer non pas uniquement au site internet, mais aussi aux autres univers où on va pouvoir potentiellement collecter des données et utiliser des traceurs. Et ça c'est vrai notamment pour le mobile et les applications OTT, donc tout ce qui va être streaming, etc. Avec le fait, un fait qui est assez indéniable sur le fait qu'aujourd'hui les utilisateurs sont de plus en plus connectés. Ça c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec le lockdown, Covid, etc. On voit que les utilisateurs sont de plus en plus connectés. Ils vont utiliser leur téléphone, ils vont aussi se connecter sur leur télé, ils vont aussi se connecter sur leurs ordinateurs. Et donc le but, c'est d'essayer de créer en fait un maximum de pratiques qui vont être valables sur l'ensemble de ces outils. Essayer de, bien sûr, tout en étant en conformité sur la collecte des consentements, mais de pouvoir créer une expérience utilisateur qui va être adaptée à l'ensemble de ces appareils, que ce soit le web, les applications mobiles ou les applications de streaming, et donc de pouvoir s'adapter à ce nouveau challenge également et d'adapter tout ce qui va être expérience utilisateur, donc en mettant en balance les exigences réglementaires avec la mise en place d'une expérience utilisateur qui va être optimisée. Donc là, on va essayer de regarder des aspects qui vont être assez importants sur la manière de récolter les consentements. Il faut prendre en compte plusieurs éléments, notamment les attentes du consommateur. Donc essayer de quand même lui redonner le contrôle sur ses données, etc. On voit qu'il y a quand même une prise de conscience assez générale dans l'opinion publique. Le fait de prendre en compte les différents domaines que vous pourriez avoir. Donc, est-ce que vous avez plusieurs domaines sur lesquels vous gérez le consentement et comment est-ce que vous souhaitez gérer ce consentement sur l'ensemble de ces éléments? Est-ce que vous souhaitez que ce soit un pop-up répétitif? Ça aussi, on en parlera avec Thomas plus tard, à quel point vous souhaitez solliciter l'utilisateur et la personne concernée. Comment est-ce que vous allez pouvoir personnaliser la CMP pour l'adapter à votre propre contexte, à votre propre marque, etc. Comment est-ce que vous allez pouvoir diffuser l'ensemble de vos messages et monétiser les recettes qui peuvent provenir de la publicité ciblée. Et donc là, on va s'apercevoir qu'il y a un véritable enjeu derrière la collecte des consentements. Et donc pour ça, il va falloir bien s'appuyer sur justement tous les points d'interaction avec les personnes concernées, que ce soit par le biais du web, des applications mobiles ou de streaming. Et donc là, pour ce qui va être de l'expérience utilisateur, qui est un véritable facteur clé de succès dans la mise en place d'une stratégie d'optimisation de consentement,
il faut à la fois suivre les recommandations et exigences en termes d'interface, donc ça va être plutôt sur tous les aspects réglementaires, donc s'assurer que la CMP propose bien l'ensemble des éléments qui sont attendus par les régulateurs. Il faut aussi pouvoir personnaliser la CMP et utiliser un message qui va être adapté à votre propre image de marque. Ça, c'est assez important hein, pour pouvoir générer plus de confiance avec l'utilisateur, et ça, c'est vraiment un élément qui fait la différence, tout en gardant en tête que si aucun consentement est saisi du fait de l'interface utilisateur, eh bien, il va y avoir un véritable impact, notamment financier et commercial pour l'entreprise. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on a mis en place avec nos clients et du retour qu'on a pu avoir avec eux, notamment par le biais de la mise en place de tests, d'A/B testing, c'est vraiment le fait de pouvoir jouer sur les différents bandeaux qui peuvent être présentés à l'utilisateur et d'essayer de vérifier quels vont être les taux de consentement qui vont au final être les plus bénéfiques. Il va y avoir plusieurs éléments qui vont être pris en compte dans la mise en place de ces tests. Dans un premier temps, ça va être la localisation du bandeau, du centre de préférence sur l'écran de l'utilisateur. Est-ce que typiquement, on veut une fenêtre au milieu, enfin une fenêtre pop-in, où on va demander vraiment l'interaction et obliger l'utilisateur à interagir avec le bandeau ou le centre de préférence? Est-ce qu'on veut plutôt un bandeau qui va être discret en bas de page? Donc là, c'est vraiment jouer un petit peu avec les différents emplacements qui peuvent être choisis par l'éditeur. Également, le texte qui va être présenté à l'utilisateur, et donc à quel point on souhaite que ce soit assez ludique, à quel point on souhaite que ça reste très juridique à ce niveau-là. Et donc, quels sont vraiment tous les éléments qui vont être présentés à l'utilisateur? Typiquement, est-ce qu'on souhaite juste lui présenter une information très claire, nette et précise? Nous utilisons ces informations pour cibler, pour la publicité ciblée, ou alors à avoir un texte qui est un peu plus user-friendly, on va utiliser ces informations et on pense que ça peut vous intéresser, et donc essayer d'avoir un message qui soit un peu plus ludique. Et puis ensuite, sur les messages qui vont être présentés à l'utilisateur, c'est des choses qui sont assez bêtes, mais qui font la différence sur typiquement quels sont les messages qui vont être présentés à l'utilisateur quand ils vont accepter les cookies ou quand ils vont les refuser. Typiquement, est-ce qu'on laisse tout simplement le texte tout refuser? Est-ce qu'on va on va avoir quelque chose d'un peu plus sympa et un peu plus interactif? Mais donc, essayer de jouer un petit peu sur ces 3 dimensions différentes en termes d'interface pour pouvoir créer une interaction plus qualitative avec la personne concernée, et donc une meilleure expérience utilisateur. Donc là, quand on fait de l'A/B testing, il va y avoir plusieurs dimensions qui vont être impactées forcément. Ce qui va être la première chose, bien sûr, ça va être les taux de consentement qui vont ensuite avoir un impact sur le niveau de personnalisation des publicités, le coût par mille et bien sûr le ciblage publicitaire, la qualité du ciblage publicitaire, et du coup, in fine, les revenus qui peuvent en être tirés. Alors, tout en sachant que le fait de ne pas avoir de consentement pour la publicité ciblée, ça ne veut pas forcément dire la fin du revenu complètement. Mais effectivement, ça a un impact du coup, puisqu'on va plutôt penser à de la publicité contextuelle. Ça, c'est des éléments qui sont assez intéressants, et donc avec pas mal de bonnes pratiques qui sont tirées de la part de nos utilisateurs. On reviendra dessus avec Thomas également tout à l'heure. Mais un véritable, en tout cas, ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut absolument faire de l'A/B testing, il faut tester des éléments. Alors, un fournisseur de CMP peut certainement vous donner des recommandations en termes de bonnes pratiques et de ce qui peut être vrai pour certains clients. Après, ça reste assez intéressant, ne serait-ce que pour vous, de faire justement plusieurs tests et d'adapter tout ça à votre image de marque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une recette qui fonctionne pour tout le monde, mais de pouvoir justement l'adapter de votre côté. La deuxième chose qu'on voulait voir avec vous rapidement aujourd'hui, c'était l'évolution du marché vers un monde sans cookies, et donc sans cookies sur tout tiers, avec tout ce qui va être évolution notamment technologique. Les dernières annonces des grands acteurs du marché qui vont faire un petit peu la différence et qui mettent un peu en danger et en péril l'utilisation des cookies tiers, qui donc forcément ont un impact sur la manière dont fonctionnait l'écosystème aujourd'hui de la tech. Et donc, qui crée une véritable disruption pour l'ensemble des éditeurs. Hein. C'est pas uniquement en Europe, mais dans le monde entier, qui vont avoir un véritable impact sur leurs revenus publicitaires et qui impliquent forcément de grands changements pour les solutions que les éditeurs vont devoir utiliser pour continuer à
présenter des publicités qui vont être ciblées aux utilisateurs, et donc des véritables questions sur ces sujets-là, avec quelques facteurs clés de succès en termes de gestion du consentement qui peuvent être mis en place. Ce qui est indéniable aujourd'hui, c'est qu'un éditeur peut plus se poser la question de donner ou pas du contrôle aux utilisateurs sur leurs données. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je pense que si un éditeur se pose pas la question aujourd'hui, c'est juste une question qui est repoussée dans le temps et qui peut avoir des conséquences plus négatives encore si jamais elles ne sont pas prises en amont. Le fait de mettre en place des stratégies qui vont permettre d'éviter les désabonnements globaux, et donc d'avoir une stratégie qui va certainement être un peu plus granulaire et plus adaptée également aux différentes juridictions en question et aux différentes pratiques sur les marchés locaux. Le fait de s'adapter et de s'intégrer avec toute la stack marketing de l'entreprise. Et puis le fait également d'avoir une approche qui va être un peu plus globale en termes de gestion des préférences, avec une intégration de la stratégie marketing avec la stratégie de gestion de la protection de la vie privée. Et donc ça, c'est des aspects qui vont être assez importants, et c'est là où on retrouve au final les meilleurs résultats de la part de nos clients. C'est quand il y a vraiment une collaboration entre ces différentes équipes qui vont prendre en compte l'expérience utilisateur dans la manière dont ils vont gérer la privacy, avec quelques exemples de bonnes pratiques qui fonctionnent plutôt très bien, notamment sur, par exemple, la présentation et la collecte du consentement à des moments opportuns dans l'expérience client. Donc, typiquement, sur le site là, Medium, on va aller collecter le consentement pour une newsletter à la fin justement d'un article, et donc on va avoir une synchronisation entre le thème de l'article et la newsletter. Et puis également, par exemple, là sur un site internet où on va avoir un consentement qui va être récolté de manière plus granulaire, et donc là on va parler d'opt-down plutôt que d'opt-out, où là l'utilisateur va être amené à justement donner son consentement pour des thèmes ou pour des préférences un peu plus granulaires qui vont l'inciter à s'inscrire, à donner son consentement. Par exemple, là, c'est une newsletter. Et donc voilà, des stratégies de consentement qui sont mises en place, qui sont beaucoup plus globales et qui sont plus uniquement centrées sur les aspects consentement aux cookies uniquement. Et donc juste avant qu'on passe aux questions-réponses avec Thomas, voilà, OneTrust propose des outils pour ces deux éléments. Alors je passerai dessus très très rapidement, mais sachez qu'on peut accompagner sur ce type de sujet. Voilà. Voilà, du coup, Thomas, je te laisse prendre la main. Alors là, tu es en mute, Thomas, on ne t'entend pas. Bien sûr. Merci beaucoup, Victoria, pour cette excellente présentation. Donc, on l'a vu au début de ta présentation, justement, notre industrie fait face à un contexte réglementaire qui est très lourd. Je pense qu'il y a assez peu d'industries qui ont eu à gérer ce type de pression réglementaire. Et je peux même dire qu'en France, on a la chance ou la malchance, dirons, mais d'avoir une autorité de contrôle qui est particulièrement active dans notre domaine, qui est aussi très influente et puissante quelque part, avec un budget relativement important par rapport aux autres autorités de contrôle. Et donc, on a eu récemment les lignes directrices, donc publiées le 1er octobre, accompagnées d'une recommandation pratique. Donc ça a été publié par la CNIL. Et je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent aujourd'hui se demandent comment ils vont pouvoir à la fois se conformer à ces lignes directrices et cette recommandation, tout en maintenant un taux de consentement qui soit acceptable pour continuer tout simplement à monétiser. Et donc, si tu veux bien, Victoria, j'aimerais bien te poser des questions qui seraient plutôt orientées pratiques, donc sur les bonnes pratiques, les choses à mettre en place pour continuer à obtenir un important taux des taux acceptables, satisfaisants de consentement, tout en étant dans les clous par rapport aux lignes directrices. Et donc, bien sûr, j'ai commencé par une question qui n'est pas du tout pratique. C'est plutôt une question d'ordre général sur comment tu as perçu, toi, ces lignes directrices, et est-ce que tu penses qu'elles vont finalement, d'une manière ou d'une autre, d'une certaine manière, nous apporter, nous permettre d'obtenir plus de consentement avec les internautes?
Alors, effectivement, les lignes directrices de la CNIL et les dernières recos, leur particularité, c'est que, le but en tout cas de la CNIL, c'est de garantir une meilleure protection de tout un chacun et donner plus de visibilité et de contrôle aux utilisateurs. Donc, en partant de ce principe, notamment en mettant fin, par exemple, au soft opt-in, le but, c'est de s'assurer que les utilisateurs sont bien informés, qu'ils ont un peu plus de contrôle. On va leur laisser vraiment plus de choix sur la possibilité d'accepter ou pas les cookies. Et ce qu'on a vu en pratique sur le marché, c'est qu'au final, ça a mené à forcément des baisses de taux de consentement. Donc ça, c'est un des véritables challenges que d'une part, les éditeurs, mais aussi toute entreprise aujourd'hui va avoir, c'est que ces lignes directrices et ces recommandations, s'il n'y a pas une stratégie un peu plus globale, une réflexion un peu plus poussée qui est mise en place, ça risque de mener à des... en tout cas, avoir un impact plutôt négatif sur les taux de consentement. Ok. Est-ce que du coup, d'ailleurs, je fais une petite aparté, mais est-ce que tu penses que l'industrie, via l'IAB par exemple, pourrait apporter un peu plus de sécurité juridique ou en tout cas un peu plus de confort à ses éditeurs en leur disant, écoutez, il y a des pratiques qui sont plus acceptables que d'autres, ou en tout cas, de notre compréhension des recommandations de la CNIL, ça c'est envisageable et donc il n'y a pas besoin d'aller tout de suite vers ce qui est recommandé comme étant le plus strict, on va dire. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un des grands avantages de l'IAB, c'est que vous fournissez c'est une véritable communauté. Il y a un vrai retour d'expérience. Il y a une technologie qui est mise en place qui permet de faciliter un peu cette lecture auprès des éditeurs. Je pense que quoi qu'il en soit, l'IAB TCF, ça a aussi le véritable intérêt de présenter une information qui est un peu plus homogène à l'ensemble des utilisateurs. Donc, je pense que dans ce cadre-là aussi, ça répond à pas mal des attentes de la CNIL. Ça présente aussi l'ensemble des tiers qui vont pouvoir s'appuyer sur ces consentements, tous les vendors qui sont autorisés par cet éditeur de manière spécifique. On peut rentrer même dans le détail des politiques des privacy notices qui sont présentées par l'ensemble de ces vendors, etc. Donc, je pense que à plusieurs égards, l'IAB et la technologie du TCF ont un véritable intérêt pour les éditeurs. Et je pense qu'effectivement, ça va être un rôle important de l'IAB dans les prochains mois d'accompagner les éditeurs sur cette lecture réglementaire et cette adaptation qui vont permettre aux éditeurs d'être à la fois dans le respect de la conformité, mais aussi dans la collecte d'un maximum de consentement, parce que ça reste aussi le but à terme. Je me permets juste d'intervenir parce qu'il y a une question dans le chat justement qui est liée aux éditeurs et qui dit un petit peu l'inverse, en tout cas dans la manière dont c'est posé. C'est la question suivante par rapport au TCF notamment. C'est quand est-ce que le TCF prendra en compte les demandes des éditeurs? Alors, c'est pas avec un point d'interrogation, mais carrément avec un point d'exclamation, alors que normalement c'était une question. Mais je crois que c'est intéressant effectivement d'avoir ta lecture, effectivement, qui est que justement le TCF est un excellent moyen pour que les éditeurs puissent en quelque sorte reprendre la main et contrôler mieux qu'avant et encore plus avec la V2 qu'avec la V1 notamment. Et il y a vraiment une vraie discussion à entretenir avec les éditeurs, dont des sociétés comme les vôtres, bien évidemment avec vos clients éditeurs sans doute avaient en permanence pour faire de la pédagogie sur ce point. Je faisais juste cette petite aparté. Oui, tout à fait. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, cette balance entre optimisation des taux de consentement qui ont un impact du coup sur la monétisation et la mise en conformité, c'est pas un débat facile à régler. Et c'est pas l'IAB, ce serait compliqué pour un seul acteur de mettre en place quelque chose qui conviendrait à tout le monde, qui serait en conformité, qui permettrait d'optimiser les taux de consentement. Donc c'est un débat qui est constant entre les différents interlocuteurs sur le marché et les différents acteurs sur le marché. Et là-dessus, je trouve que l'IAB, la CNIL et ce que vous faites à l'IAB d'ailleurs est assez intéressant avec tous les débats qu'on peut avoir entre acteurs du marché. Donc, non, je pense que c'est assez important et votre rôle est très important d'ailleurs dans le futur des éditeurs et de ces questions. J'ajoute ma pierre à l'édifice aussi sur le sujet. Je trouve toujours que c'est un petit peu, alors c'est un problème de perception, peut-être de communication, mais c'est toujours un petit peu injuste de dire que les besoins des éditeurs n'ont pas été du tout pris en compte dans le TCF. En réalité, dès l'origine, les besoins des éditeurs ont été pris en compte. La version 2 encore plus, c'est vraiment, ça vient du feedback reçu de la part des éditeurs.
Et évidemment que le TCF aujourd'hui, si on le regarde autrement, il offre beaucoup plus de contrôle aux éditeurs, beaucoup plus de transparence, parce que cette transparence est requise par la loi. Donc certes, ça ne vient pas naturellement, mais en l'occurrence, parce qu'il y a eu le RGPD, on a eu besoin de plus de transparence vis-à-vis des internautes. Et le vecteur pour parler aux internautes, c'est l'éditeur. Donc il a fallu être transparent vis-à-vis de l'éditeur pour être transparent vis-à-vis de l'internaute. Donc voilà, c'est le TCF et pas. Il y a des éditeurs qui contribuent tous les jours à son développement. Là, et le TCF en plus ne parle pas simplement des cookies, il parle des données personnelles, etc. Mais d'ailleurs, du coup, Victoria, là, on a beaucoup parlé de consentement pour les cookies, mais est-ce qu'il s'agit que de ça vraiment ? Non. D'ailleurs, c'est un bon point et c'est bien de le rappeler, c'est que effectivement, le consentement, c'est une problématique qui est liée, qui est très liée aux cookies, mais c'est une problématique qui s'applique déjà d'autre part à d'autres traceurs. Donc, on pense aux cookies, mais il faut aussi penser par exemple, aux SDK sur mobile, qui font partie des grands traceurs aujourd'hui qui sont très utilisés. Et en fait, ça va même au-delà. Dans les exemples que je donnais tout à l'heure, on peut regarder le consentement sur d'autres problématiques qui vont bien au-delà des cookies. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous en tout cas, les clients qu'on voit qui sont les plus actifs sur le marché, c'est des clients qui ont adopté une vraie qui ont commencé à réfléchir à des stratégies qui sont bien plus larges et qui pensent au consentement bien au-delà des consentements aux cookies. Du coup, si on se remet sur les cookies, il y a la CNIL donc est arrivée avec ses lignes directrices, cette recommandation. Des interactions que j'ai pu avoir avec pas mal d'acteurs du marché, j'ai l'impression que vraiment le take-away, ce qui reste après lecture, c'est ça y est, il faut mettre un bouton tout refuser qui fait exactement la même taille que le bouton tout accepter. Est-ce que le bouton tout refuser est obligatoire maintenant ? Alors, c'est une excellente question qui, effectivement, se pose beaucoup sur le marché. En fait, ce qu'on a vu avant les recommandations, parce qu'en fait, cette exigence, elle était déjà plus ou moins exprimée dans les lignes directrices, plus ou moins clairement en tout cas. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui estimaient que pour que le consentement soit facile à retirer, le fait d'avoir un bouton pour paramétrer les cookies et de pouvoir retirer son consentement ou ne pas donner son consentement aux cookies, c'était du coup, on pouvait le faire par le biais de ce bouton paramétrer les cookies qui permettait de rentrer dans le détail. Ce qui se passe aujourd'hui ce qui s'est passé avec les derniers recos, c'est que la CNIL a été beaucoup plus claire sur ce sujet, en exprimant une vraie recommandation de mettre en place un bouton tout refuser, qui serait pas non seulement accessible dans le centre de préférence, mais qui serait aussi accessible dès la première page, dès le premier niveau d'information, donc sur le bandeau ou la première pop-in. Et en fait, la volonté de la CNIL, c'était de mettre fin à cette pratique qui en fait était au final pas tout à fait égalitaire, c'est-à-dire qu'il fallait plusieurs clics à l'utilisateur pour pouvoir retirer son consentement contre un clic pour tout accepter. Et donc c'est un peu cette pratique à laquelle essaye de mettre fin la CNIL. Après, Marie-Laure Denis a quand même expliqué que c'était pas la seule possibilité pour se mettre en conformité, mais ça reste un élément très fort de leur recommandation effectivement, et une très forte recommandation pour les éditeurs. Donc, ce que tu dis, c'est que la CNIL a poussé ça parce que c'était plus difficile finalement de refuser que d'accepter. Est-ce que maintenant qu'on a les recommandations de la CNIL qui nous disent que donc il y a une définition en fait de ce que c'est qu'un refus, le concept de refus est un peu défini, il est défini à contrario du consentement, c'est-à-dire qu'en fait toute action ou toute inaction qui n'est pas un consentement devient un refus. Est-ce que du coup, on n'a pas inversé le paradigme en disant que finalement, il est beaucoup plus facile de refuser que de consentir? Alors, je pense que c'est un avis qui est très personnel. Je pense qu'il faudrait se rapprocher, bien sûr, d'interprétations juridiques beaucoup plus précises. Mais en tout cas, notre vision des choses, c'est que la CNIL a cherché à laisser quand même un peu de liberté sur la méthode qui serait mise en place pour
faciliter le refus du consentement aux cookies. Et donc, comme le précisait Marie-Laure Denis, c'est que c'est pas forcément obligatoire de mettre en place le bouton tout refuser. Il peut y avoir d'autres éléments qui permettent d'être en conformité. Et donc, typiquement, le fait d'avoir une croix en haut à droite du bandeau avec écrit que si on ferme le bandeau, c'est considéré comme un refus ou ce genre de choses. Donc, je pense que le but, c'est d'essayer d'inverser la tendance des pratiques qui se faisaient sur le marché qui visaient à rendre un peu plus compliqué le refus. Mais effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus de mécanismes du coup qui sont détaillés sur le refus que sur l'acceptation. Ouais. Et alors, je te pose une question complémentaire là-dessus. Imaginons qu'on ait donc une CMP où il n'y a pas de bouton pour refuser, mais il y a une croix. Quand l'internaute poursuit la navigation, finalement, ça vaut refus aussi. Cliquer à côté de la CMP, ça vaut refus et la CMP tombe et on la voit plus. Et finalement, sur ce type de CMP, tu aurais 3 manières de refuser et même l'autre refus est évident, c'est-à-dire de ne rien faire, d'être d'une inaction totale dans l'internaute. Tu auras 4 manières de refuser et une seule d'accepter, qui est d'appuyer sur donc, tout accepter. Est-ce que tu penses que c'est envisageable d'avoir ce type de pratique ? Alors oui, je pense que de toute façon, il y a pas un grand choix qui est laissé. C'est-à-dire que, par exemple, le fait de continuer de naviguer, par exemple, effectivement, aujourd'hui, si c'est considéré comme un refus, de toute façon, il va pas y avoir beaucoup de choix pour les éditeurs. Après, je pense que tout reste une question aussi d'information qui est communiquée aux personnes concernées. Et après, on a vu, de toute façon, de plus en plus sur le marché d'autres pratiques qui nécessitent, par exemple, une interaction avec le bandeau de cookies et qui est au final assez efficace. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être quand même mises en place par les éditeurs pour pas avoir recours forcément nécessairement à toutes ces méthodes de refus. Mais effectivement, si jamais on part sur un bandeau en bas de page et que le fait de continuer à naviguer, c'est considéré comme un refus, il faut quand même aussi donner la possibilité, par exemple, à l'utilisateur de refuser directement sur le bandeau. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir 2 mécanismes de refus. Et donc là, je te rejoins assez. Mais après, il y a d'autres méthodes qui peuvent être utilisées par les éditeurs pour créer cette interaction sur le consentement aussi, quoi. Et alors, du coup, j'ai une autre question qui me vient à mesure qu'on progresse, c'est que on vient donc de voir qu'il y a plusieurs manières de refuser, là où généralement il n'y a qu'une seule manière d'accepter. Est-ce que tu pourrais imaginer des durées de conservation différentes en fonction du type de refus exprimé, en partant de l'idée que, par exemple, appuyer sur un bouton tout refuser, ça n'a pas exactement la même valeur que la poursuite de la navigation, par exemple? Alors ça, je pense qu'effectivement, ça va être laissé. En fait, la CNIL, quoi qu'il en soit, a pas donné c'est des recos. Il y a une reco sur la durée des consentements qui soit donnée ou pas donnée à 6 mois. Donc ça, c'est juste une recommandation de la CNIL. Après, je pense qu'il faut que ce soit laissé à l'appréciation de l'éditeur sur les durées de consentement. Je pense que l'éditeur a encore aujourd'hui le choix, effectivement, de faire une interprétation des valeurs de consentement qui sont données. Je pense que ce qui est quand même important à garder en tête, quoi qu'il en soit dans la mise en place de la stratégie, c'est le fait qu'il faut essayer d'éviter la consent fatigue, donc éviter de bombarder l'utilisateur de pop-up sur le consentement au cookie, parce qu'en fait, c'est plus disruptif qu'autre chose pour l'expérience utilisateur, à moins que ce soit très bien pensé, ce qui est tout à fait possible. Mais en tout cas, il faut essayer de balancer un petit peu les deux, c'est-à-dire effectivement essayer de retrouver des consentements et donc potentiellement représenter des bandeaux cookies si jamais c'est nécessaire, mais essayer de le faire en toute transparence et essayer de ne pas disrupter trop l'expérience utilisateur. Et d'ailleurs, quelque chose qu'on voit qui fonctionne assez bien sur le marché, c'est aussi la collecte du consentement à des endroits contextuels, c'est-à-dire que à côté de publicité, justement, il va y avoir la possibilité pour l'utilisateur de redonner son consentement pour avoir, par exemple, des publicités ciblées qui seraient du coup plus adaptées à ses propres, son propre profil. Donc, il y a pas mal de pratiques sur le marché aujourd'hui qui sont en train d'être mises en place et qui sont intéressantes, qui sont à la fois transparentes et respectueuses du droit des personnes. Okay. Tu parlais de ne pas disrupter un peu la navigation de l'internaute et son choix finalement. Est-ce que la pratique du cookie wall
rentre là-dedans. Est-ce que tu penses que la CNIL vient de nous dire le cookie wall, c'est terminé, même si ce n'est pas formulé exactement comme ça dans les recommandations? Oui. Alors effectivement, sur le cookie wall, il y a eu pas mal de rebondissements parce qu'à la base, la CNIL l'avait clairement interdite. Et finalement, avec les décisions du Conseil d'État, ils sont revenus un petit peu sur ces éléments. Ce qui est important dans le cookie wall, c'est qu'il faut bien garder en tête que le cookie wall, c'est vraiment si on refuse de donner l'accès au site, si jamais il n'y a pas de choix qui est exprimé de la part de l'utilisateur. Après, il y a des alternatives qui restent quand même de toute façon au cookie wall, notamment le paywall qui peut être une bonne alternative sur ces éléments. Eric, il n'y a pas de questions sur le chat? Je ne les vois pas. Si, justement, il y a pas mal de questions qui sont posées. Alors, je vais essayer de le prendre dans l'ordre, donc pas forcément dans l'ordre de la discussion, dans l'ordre des apparitions. Nous avons une question sur les recommandations de la CNIL laissent-elles de la place à une certaine créativité pour le recueil du consentement? Donc, il y a une partie des réponses qui a été posée, mais est-ce qu'effectivement on peut parler de créativité pour le recueil de consentement dans le cadre dans lequel on se trouve avec la CNIL en France? Alors, moi, mon avis, en tout cas, et notre vue du marché, en tout cas, c'est que chez OneTrust, c'est que il y a toute la place pour la créativité. Au contraire, plus on va être dans la créativité, dans une approche personnalisée, dans une stratégie qui va être mise en place par rapport à l'expérience utilisateur, par rapport à l'image de marque, etc., plus il va y avoir un taux de consentement qui va être élevé. Donc indéniablement, c'est le moment ou jamais pour être créatif. Alors après, il y a des exigences à respecter, mais on peut créer de la transparence tout en étant créatif et en laissant du choix aux utilisateurs. Donc au contraire. Oui, je dirais... Pardon. Non, pour ajouter un point là-dessus, je pense que même la CNIL appelle à la créativité. Je pense que ce qui déplaît à la CNIL aujourd'hui, c'est le statu quo. Et donc, toute innovation tendant à offrir de l'information plus claire à des internautes pour obtenir un consentement, je pense qu'on viendra à la CNIL. Très bien. Ouais. J'ai une autre question, justement, vous parliez de stratégie de consentement, et par exemple. La question est, qu'en est-il du consentement cross-device? Ouais, alors le consentement cross-device, c'est un sujet qui est un peu délicat parce que dans les dernières publications de la CNIL, il est bien indiqué qu'il est quand même recommandé de recueillir le consentement de manière séparée sur l'ensemble des devices. Ce qui est assez important, c'est encore une fois la transparence. Je pense que ça va être un élément qui est assez fondamental, c'est de pouvoir notifier bien l'utilisateur que les consentements qu'il donne, le périmètre des consentements qu'il donne. Et donc typiquement, est-ce que le consentement va être partagé entre plusieurs appareils? Ça reste une vraie question. C'est assez important de manière générale. La gestion des consentements qui va être liée à une identité, ça va être, en tout cas nous, c'est un des gros sujets qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Beaucoup de clients qui s'attardent à cet élément parce qu'effectivement, ça va être un facteur clé de succès sur la création de la confiance, le respect des préférences d'un utilisateur qui va pouvoir gérer tous ses consentements plus facilement sur plusieurs devices, etc. Ça m'évoque une autre question rapidement, Eric, je suis désolé. Vas-y, j'en ai encore quelques-unes. Si du coup, est-ce qu'on pourrait imaginer une situation où on demande le consentement sur desktop à un internaute sur un site donné, et puis après on retrouve ce même internaute sur sur mobile par exemple, sur une app. Est-ce qu'on pourrait peut-être lui formuler les choses différemment en disant on se rend compte que vous avez déjà consenti sur tel site sur desktop. Est-ce que vous voulez conserver ce choix, par exemple? Exactement. Ouais. Exactement, tout à fait. Mais d'ailleurs, en fait, les approches les plus pertinentes aujourd'hui sur le secteur, c'est des approches qui sont un peu plus personnalisées, avec des méthodes d'interaction qui sont complètement, qui sortent un peu de l'ordinaire sur ce qu'on connaît, avec des messages qui sont personnalisés sur le fait qu'un utilisateur n'ait pas donné son consentement et du coup, voilà comment ça impacte son expérience utilisateur, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment des bonnes pratiques sur le marché, effectivement.
Alors j'ai une question justement de la part de Jean-Michel Lemarquis, rédacteur en chef de Mind Media, qui est notamment un de nos partenaires médias, qui a fait une étude et qui montrait qu'environ, je ne sais plus, 96 ou 97% des 100 premiers sites éditeurs français avaient une CMP conforme au TCF V2. Par contre, est-ce que selon vous, une CMP est conforme au TCF V2 est obligatoire pour des e-commerçants? Dans quelle mesure, sachant qu'apparemment la réponse semble très aléatoire selon les professionnels interrogés? Qu'en pensez-vous? Alors, est-ce que le fait de mettre en place le TCF V2 est obligatoire pour un site marchand? Ouais. Qui sont nettement moins enclins, entre guillemets, à avoir basculé sur la V2 du TCF. Oui, alors c'est une très bonne question. Je pense que quoi qu'il en soit, le TCF V2 apporte des améliorations indéniables. Donc, en tout cas, la recommandation, c'est bien sûr de switcher. On voit qu'il y a encore, en tout cas, nous, c'est notre perception sur le marché. Il y a encore pas mal d'acteurs en dehors des médias qui sont au final pas très éduqués sur l'IAB, le TCF et les nouvelles versions du TCF, et que c'est plus ça qui fait défaut aujourd'hui. Mais effectivement, le passage au TCF V2, c'est indéniablement une bonne stratégie aujourd'hui. Alors, il y a une autre question. Eric, si je peux compléter juste rapidement sur cette question, c'est en fait, je pense qu'il faut sortir de la classification des sites par est-ce que c'est un site de e-commerce ou est-ce que c'est des news, etc. En fait, il faut juste se poser la question, est-ce qu'il y a un partage de données qui intervient sur ce site d'un commerçant? Si c'est le cas, effectivement, le TCF peut être un outil de mise en conformité. Alors, il y a une autre question justement par rapport à ça, à la catégorie, on va dire, d'acteurs. C'est les annonceurs vont-ils adopter un jour de plus en plus le TCF? Quel est leur intérêt de le faire? Effectivement, c'est une bonne question de la part de Marie. Alors, je ne sais pas si tu veux répondre, Thomas, ou si tu veux que je... C'est un peu le même constat que la question précédente. C'est qu'encore une fois, je pense qu'il faut il faut sortir de ces qualifications, de ces étiquettes qu'on se met. Effectivement, à partir du moment où un site, quel qu'il soit, partage de la donnée avec des tiers pour qu'il y ait des traitements qui soient réalisés derrière, etc., le TCF s'avère être un outil pertinent. Donc, en l'occurrence, effectivement, il y a peu d'annonceurs qui se sont positionnés sur le TCF aujourd'hui. Or, compte tenu du fait qu'il y a des pixels de conversion, par exemple, qui sont déposés sur les sites, a priori, il y a des partages de données qui existent. Et donc, à ce moment-là, il serait peut-être bon, effectivement, d'implémenter le TCF. Très bien. Une autre question encore, et notamment avec une question qui interroge OneTrust, comment les éditeurs peuvent reprendre la main sur la donnée quand ils travaillent avec Google Analytics, car non exempté de consentement utilisateur CNIL? Comment se positionne OneTrust sur ce sujet, s'il vous plaît? Question de Jean-Claude. Ok, alors c'est une très bonne question. Alors effectivement, il y a certains. Alors, je vais essayer de la reprendre. Je pense qu'il y a plein de sujets à discuter par rapport à la question. Effectivement, en fait, il y a certains cookies de mesure d'audience qui peuvent être exempts de consentement, certains cookies analytics qui peuvent être exempts de consentement. Aujourd'hui, c'est pas le cas de Google parce que selon la CNIL, Google ne respecte pas en fait, réutilise les données à d'autres fins et donc respecte pas toutes les attentes de la CNIL. Alors nous, à titre vraiment, entre guillemets, personnel chez OneTrust, on travaille avec, moi personnellement d'ailleurs, notamment je travaille avec Google sur ces questions pour avoir des mises à jour de leur part. Aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'alternatives, c'est-à-dire que c'est difficile de configurer Google, les cookies analytics de Google pour qui rentrent dans la catégorie d'exemption de consentement. Donc à ce sujet-là, il n'y a pas tellement de solutions miracles, malheureusement. Par contre, il y a plusieurs éléments qui peuvent être mis en place. Déjà, il y a d'autres acteurs sur le marché qui font de l'analytics et qui rentrent dans les critères de la CNIL en effectuant certains paramétrages. Et puis après, il y a également la possibilité de recourir à d'autres méthodes et de collecter de la donnée first party et de s'appuyer sur des consentements first party aussi qui vont être tout à fait efficaces pour établir des profils utilisateurs et puis après s'appuyer sur ces éléments-là
pour tout ce qui va être personnalisation, etc. Donc il y a plusieurs alternatives aussi à ce sujet. Alors une autre question sur notamment la notion de refus de la part de Xavier. Y a-t-il d'autres pays de la zone RGPD qui, comme en France, imposent une symétrie de l'acceptation et du refus au premier écran, au premier niveau? Alors, en tout cas, à ce que je sache, et je pourrais me renseigner par la suite, mais à ce que je sache, la CNIL est la seule autorité qui a une recommandation aussi claire et précise, hein, parce que c'est aussi la seule autorité qui a mis en place, par exemple, des interfaces utilisateurs à disposition. Par contre, de toute façon, cette recommandation, elle est quand même aussi, en tout cas, dans les lignes directrices de l'ICO et de l'autorité irlandaise, ça peut en être déduit aussi. Donc, c'est pas une exigence qui est proprement française. Il y a vraiment un mouvement, en tout cas, qui semble assez commun entre les autorités qui sont actives sur le sujet. Okay. Je peux compléter aussi. C'est vrai que ce qui pose question, c'est qu'il n'y a pas ce concept de refus dans le RGPD. Ça n'existe juste pas. Pour préciser la question, enfin, pas la préciser, mais je dirais qu'il y a un biais dans la question. On a l'impression que c'est obligatoire d'avoir un tout refusé, alors que, comme on l'a vu, il y a d'autres méthodes, il y a d'autres choses. Et c'est justement, c'est l'impression que ça donne, c'est qu'effectivement, quand on lit les recommandations, peut-être sans être juriste, eh ben, on se dit, bon, le bouton tout refuser, il est obligatoire. Or, il y a des alternatives quand même qui peuvent être explorées, et OneTrust le fait déjà. Après, j'ai une question sur la partie consent wall. Peut-on avoir votre avis sur les cookies ou consent wall de la part de Gaël? Sur les cookie walls, du coup, j'imagine. Donc cookies, oui. Après, consent wall, c'est autre chose. Hein, si on... Cookie et ou consent wall. Ouais. Le consent wall, c'est plutôt d'obliger à faire un choix. Ah oui, oui, donc ouais, de forcer l'interaction avec l'utilisateur. Alors, enfin, nous, en pratique, c'est un élément qui est intéressant. On l'a vu, enfin, il y a certaines solutions qui ont implémenté ça de manière assez drastique et qui ont recommandé ça de manière assez importante sur le marché. Donc, c'est une grosse pratique, le consent wall. Nous, en tout cas, ce qu'on a vu chez nos clients, c'est que c'est pas forcément la pratique qui récolte le plus de consentement d'avoir une énorme pop-up au milieu de l'écran qui soit forcée à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on a des clients qui ont réalisé des études publiques où, avec un bouton tout accepter et tout refuser, les taux de consentement montaient jusqu'à 70%. Donc, le consent wall, c'est pas forcément. Alors, si il y a le bouton tout accepter, tout refuser, ça devrait pas être un souci juridiquement, toujours à valider bien sûr, mais en tout cas, c'est pas la seule pratique qui soit recommandée pour récolter le maximum de consentement en tout cas. J'ai pas de nouvelles questions. Après, il y avait des questions qui étaient plus liées au TCF, mais dans la mesure où je dirais le workshop est plus lié sur cette question. Du coup, il y a une question peut-être qui là-dessus est plus générale. Est-ce que le TCF permet d'optimiser les taux de consentement? Ça peut être une bonne question pour conclure, en effet. En tout cas, nous, notre lecture aujourd'hui, c'est que effectivement le TCF a facilité pas mal de choses. Ça, encore une fois, avec aussi cette idée de stack maintenant, qui est aussi très intéressante pour les éditeurs. On a vu vraiment des choses assez sympas qui sont réalisées maintenant chez les éditeurs et qui permettent effectivement d'à la fois rester en conformité, bien présenter toutes les finalités de collecte de consentement, mais aussi avoir une centralisation et une lecture un petit peu plus facile de la part des utilisateurs. Donc il y a indéniablement des côtés très positifs qui sont favorables à l'expérience utilisateur et qui permettent aussi d'optimiser ces taux de consentement. Ça, c'est certain. En tout cas, la V2 là-dessus a été... en tout cas, je trouve que c'est une évolution qui est assez positive de ce côté-là. Donc, on aura plus de consentement avec la V2 qu'avec la V1? Alors ça, à titre personnel, je peux pas donner de chiffres et m'engager, mais en tout cas, moi j'ai trouvé que l'évolution vers la V2, avec l'utilisation notamment des stacks, était très positive pour l'expérience utilisateur et que ça, typiquement, c'est assez favorable à une
meilleure collecte de consentement en tout cas. Et les stacks, juste pour préciser peut-être, c'est-à-dire que ce sont les finalités, mais regroupées un peu ensemble pour sous une nouvelle dénomination qui est plus claire, pour essayer d'expliquer en fait à quoi toutes ces finalités finalement servent. Je crois que malheureusement, le temps imparti a été dépassé depuis, je crois, à peu près 10 minutes. Il y avait pas mal de questions. Je pense que c'était effectivement très intéressant de suivre et de vous écouter. Merci en tout cas pour votre participation. Merci à OneTrust. Merci également au public qui était nombreux, parce que je crois qu'il y avait plus d'une centaine de personnes, même je crois près de 150 personnes qui ont suivi ce workshop. Merci à Victoria, merci à Thomas et merci à tous de nous avoir suivis et avoir posé d'excellentes questions. Merci à tous. Merci Eric, merci Thomas. Merci Victoria, merci Eric.